Bonjour à tous et bienvenue pour ce live NFP. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 février et comme tous les premiers vendredis du mois, nous allons assister à la publication des chiffres mensuels du chômage aux États-Unis à 14h30. Bienvenue donc tous pour ce webinaire. On me dit que le son et l'image sont bons, c'est parfait. Eh bien écoutez, je suis très content de vous retrouver. Je vous rappelle qu'au quotidien, je m'occupe d'une émission à 10h du matin qui s'appelle La Matinale. Aujourd'hui, vous me retrouvez pour un live NFP que je réalise une fois par mois, le premier vendredi du mois, pour ces fameux Non-Farm Payroll à 14h15. Et puis, n'hésitez pas à aller dans la rubrique formation du site de CMC Markets afin de voir tous les autres webinaires que nous mettons à votre disposition. Comme d'habitude, commençons cette présentation par un avertissement sur les risques, sur le caractère purement informatif de cette présentation. Les produits CFD, je vous laisse en prendre note. Vous avez en haut de votre écran une fonction questions-réponses, une fonction chat. N'hésitez pas à me poser des questions tout au long de cette émission. Je parlerai principalement des indices boursiers, de l'euro, du pétrole, etc. Mais si vous avez d'autres actifs que vous souhaitez que l'on voit ensemble, nous pourrons le faire. Alors, quels sont les chiffres attendus aujourd'hui et leur impact potentiel? Nous allons avoir aujourd'hui 3 chiffres, la publication du taux de chômage, le nombre de créations d'emplois et puis la hausse des salaires. Ce sont 3 chiffres qui sont complémentaires. Parfois, vous verrez que les créations de chômage, les créations d'emplois, excusez-moi, sont un petit peu inférieures aux attentes, mais que le taux de chômage est meilleur qu'attendu. Donc, nous pouvons avoir, si vous voulez, un système de vase communicant avec comme ça un chiffre qui vient pallier un autre chiffre. Donc tous ces chiffres vont tomber en direct à 14h30 et nous allons voir ensemble les impacts que cela aura sur le marché, que ce soit sur l'or, sur l'euro-dollar, sur le pétrole, sur l'USD-yen, sur les principaux indices. Et puis, bien évidemment, je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Alors aujourd'hui, quelles sont les attentes? Le nombre de créations d'emplois est attendu à 190 000 créations d'emplois contre 292 000 créations d'emplois précédemment. Le mois dernier, nous avions eu un chiffre stratosphérique, près de 300 000 créations d'emplois. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un chiffre aussi élevé. D'ailleurs, on avait vu le mois dernier qu'un bon chiffre était généralement un catalyseur positif et qu'un mauvais chiffre allait tendre un petit peu les opérateurs. On avait aussi vu ensemble qu'un chiffre trop bon, trop puissant, allait plaider pour une hausse de taux aux États-Unis. Et étant donné que les marchés indiciels sont un petit peu fébriles en ce moment, une hausse de taux leur a fait peur et cela avait fait pression sur les indices. Deuxième chose que l'on avait vu la dernière fois, on avait vu ensemble que lorsque les États-Unis créer près de 300 000 emplois, il était quand même rare que les indices partent à la baisse. Au moment où nous avions fait l'émission, nous avions vu que ces indices étaient sous des résistances qu'ils n'arrivaient pas à passer malgré les bons chiffres. Et on avait conclu qu'il fallait attendre la clôture pour constater ou non d'une réaction haussière ou baissière suite à ces chiffres. Car comme je le dis souvent, on a un impact à 14h30, puis ensuite avec l'arrivée des États-Unis à 15h30, puis à 17h30 à la clôture européenne. Et c'est vraiment la clôture de 22h qui aura de l'importance et qui sera potentiellement un signal ou non. Le taux de chômage, lui, est attendu stable à 5%, donc a priori pas de surprise à ce niveau-là. Les salaires sont attendus en hausse de 0,3%. La dernière fois, il me semble qu'ils étaient attendus en hausse de 0,1 ou 0,2. Donc là, on attend une hausse de 0,3% qui est un élément positif macroéconomiquement. Si les salaires montent, c'est une bonne chose pour les perspectives d'inflation notamment. Donc voilà pour ce qui est des attentes. Alors après vient la partie un petit peu tactique, un petit peu plus complexe, avec, si vous voulez, des schémas que l'on a déjà vus dans le passé, c'est-à-dire bon chiffre, hausse des marchés, mauvais chiffre, baisse des marchés ou des choses comme ça. C'est une page qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes.
Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire au début de cette émission, c'est que ce n'est pas une émission de trading. Le NFP est un rendez-vous qui ne se trade pas forcément, que peu prennent le risque de trader, car le NFP entraîne une très forte volatilité sur les marchés, des décalages sur les indices, du slippage sur les monnaies. C'est quelque chose d'assez sportif. Donc, que des opérateurs, que des investisseurs soient déjà, par exemple, à l'achat sur l'euro-dollar à 1,10 ou à l'achat sur l'or à 1160 ou vendeur de CAC à 4400, là, je peux comprendre à la limite que vous gardiez vos positions si vous le souhaitez pour jouer du swing trading. Par contre, prendre une position 5 minutes avant ou 5 minutes après les NFP, c'est quand même l'assurance de se prendre des portes de saloon. Donc, en théorie, on avait vu la dernière fois qu'un chiffre supérieur à 180 000, autour de 200 000 créations d'emplois, était un bon chiffre pour l'économie américaine. 200 000, c'est la moyenne des 4 dernières années. Ici, vous voyez que j'ai changé le chiffre et j'ai marqué un chiffre supérieur à 100 000 créations est un bon chiffre pour l'économie. Pourquoi est-ce que j'ai marqué cela ? Eh bien, tout simplement parce que Janet Yellen l'a laissé entendre. Donc, désormais, plutôt que de se satisfaire de 200 000 créations d'emplois, on trouve que 100 000, c'est bien. Et puis, pourquoi est-ce qu'on dit ça et pourquoi est-ce que la donne a changé ? Eh bien, c'est parce que plus de 200 000 créations d'emplois, voire 250, voire 290, comme la dernière fois, eh bien, cela entraîne des risques de hausse de taux. Qui dit risque de hausse de taux aux États-Unis dit pression sur les indices. On est donc dans un marché qui ressemble à celui de 2013. En 2013, alors que les États-Unis faisaient encore du quantitative easing, un trop bon chiffre faisait baisser les indices, puisque un trop bon chiffre voulait dire que les banquiers centraux arrêteraient le soutien. Et un mauvais chiffre faisait monter les indices, parce que cela voulait dire que les banquiers centraux seraient en soutien. On est peut-être de retour dans une période comme ça où bad news is good news, c'est-à-dire un mauvais chiffre est une bonne nouvelle pour les marchés, puisque cela entretient le fait que les banquiers centraux vont être au chevet des indices. Un chiffre en ligne pourrait entraîner de l'appétit pour le risque et inversement. Cela veut dire qu'un chiffre autour des 190 000 créations d'emplois ou un petit peu au-dessus, un peu en dessous, c'est quand même un bon chiffre. Si on a un chiffre qui est vraiment très inférieur aux attentes, sous les 100 000 créations d'emplois, je pense que les opérateurs seraient contents parce que ça voudrait dire pas de hausse de taux, mais ça voudrait aussi dire qu'il faut s'inquiéter de l'économie américaine et d'une possible récession. Donc, vous voyez, il y a aussi une notion de... Il ne faut pas que le chiffre soit trop bon ou trop mauvais. Il faut qu'on soit autour, on va dire, du consensus. Le taux de chômage est attendu stable, mais une baisse du taux de chômage peut contrebalancer un chiffre mauvais. C'est-à-dire que si on voit que le chiffre est bien inférieur aux attentes, mais que le taux de chômage ressort, lui, à 4,9 ou 5%, eh bien, les opérateurs peuvent s'en contenter. Attention au piège, et il est 14h24. Quand je dis cela, je le dis beaucoup plus que tout ce que je viens de vous dire jusqu'ici. C'est ça l'important. Attention au piège. 1. La réaction première au chiffre peut s'inverser rapidement. On l'a vu la dernière fois. Les chiffres du NFP sont tombés la dernière fois à 292 000. Les indices ont pris un demi%. Ils ont été tapés des résistances et ensuite ils ont dégringolé jusqu'en fin de séance. Donc la première réaction n'est pas toujours la bonne. Attention au piège. Deuxième chose que l'on avait dit la dernière fois, et donc ceux qui avaient écouté l'émission n'étaient pas étonnés. Un très bon chiffre, trop bon chiffre, pourrait impliquer une hausse de taux à venir et donc faire pression sur les indices. Donc la dernière fois, je vous avais donné ces deux infos. Et puis je vous avais aussi dit qu'il était rare de voir les indices baisser avec 300 000 créations d'emplois. Le marché m'avait donné tort en quelque part, puisque je vous avais parlé d'une probabilité. Et on a eu un cas rare où la dernière fois, donc un trop bon chiffre a fait baisser les indices. Donc ce qu'on avait vu dans la présentation avant le NFP s'était révélé bon. Voilà donc pour cette présentation. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Market. Je vous ai préparé des configurations graphiques en données 4 heures. Alors, à gauche,
J'aurais bien aimé pouvoir vous cacher les étiquettes et vous demander ce que c'était. Regardez bien à quel point à gauche nous avons un SP500 et un pétrole qui sont complètement identiques. Point bas, remontée, remontée, correction, correction, renouveau plus haut, consolidation, consolidation, etc. Donc notez bien que le SP500 est extrêmement corrélé au pétrole. Autre information, l'euro-dollar monte en ce moment. Et cela, ça a tendance à peser sur les indices européens. C'est pour cela que si le chiffre faisait monter les indices, mais qu'il faisait également monter l'euro-dollar, les indices américains, en théorie, monteraient plus que les indices européens pénalisés par l'euro-dollar. Dans mon écran du milieu, ici, vous avez le CAC. Donc, je vous ai mis l'ESP, le 440. Donc, vous voyez l'ESP qui est dans une pente un peu haussière, alors que le 440, lui, est dans une pente complètement neutre. Vous comprenez donc qu'il y a une surperformance des États-Unis depuis une semaine, 10 jours, alors que l'Europe est à la peine. Et le DAX est encore pire que le CAC, puisque le DAX, il est un cran en dessous sur ses plus bas annuels. À droite, vous avez l'USD-Yen. L'USD-Yen qui s'était envolé à la hausse quand le Japon avait mis les taux négatifs, puis qui est reparti violemment à la baisse à cause des dires de Dudley, qui est un membre du FOMC, concernant la politique de hausse de taux, et aussi parce que il y a 2 jours, on a eu la publication d'un ISM manufacturier aux États-Unis très mauvais. Il était au plus bas niveau depuis 2004 et ça avait engendré des spéculations sur une possible récession aux États-Unis. En bas à gauche, vous l'aurez compris, c'est le pétrole. Ici au milieu, nous avons l'or. Et ici à droite, nous avons l'euro-dollar. Alors, que l'on soit clair, que le chiffre soit un petit peu supérieur ou inférieur aux attentes, on ne va pas forcément avoir de grands mouvements. On va essayer de constater si on a des accélérations haussières sur l'or et l'euro, dans le sens de la tendance. On va voir si les indices arrivent à tenir, voire à relancer à la hausse. Moi, mon analyse des marchés actuellement, c'est que les indices américains ont bien tenu, les indices européens se sont fait peur, les banquiers centraux sont en soutien, le secteur énergétique qui plombait l'ambiance avant commence à reprendre des couleurs. On n'entend plus parler de la Chine qui était jusqu'ici un caillou dans la chaussure des macroéconomistes. Et en plus de ça, on se rend compte que la majorité des résultats aux États-Unis et en Europe sont supérieurs aux attentes. Donc même si on a des marchés qui n'ont pas particulièrement d'appétit pour le risque, un appétit fort, on a des marchés qui pour le moment tiennent bien et on a des marchés qui sont sur des zones de prix sur lesquelles ils pourraient rebondir. Néanmoins, étant donné qu'on est vendredi, étant donné que c'est le NFP, je ne suis pas là pour vous dire que les indices vont forcément monter. Car ces derniers pourraient très bien soit monter en ligne droite, soit décider de revenir tester des supports avant d'éventuellement monter. Donc on va attendre que le chiffre tombe et puis nous verrons bien. Concernant l'euro-dollar et l'or, en fait, la situation est très simple. L'euro-dollar et l'or sont extrêmement haussiers. Ah voilà, le NFP vient de tomber à 150 000 créations d'emplois. Donc on peut avoir une petite réaction peut-être un petit peu baissière sur les indices, sur le dollar. Et qui dit donc pression sur le dollar dit que l'euro et l'or pourraient continuer de monter. Donc c'était ce que je voulais finir de vous dire. Mais attention, attention, attendons que le chiffre tombe, attendons que l'impact ait lieu, attendons que les marchés commencent à bouger un petit peu et nous verrons. 150 000 créations d'emplois, ça veut dire que l'économie américaine ne va pas si bien que cela, mais ça reste un chiffre assez élevé, donc c'est pas la Bérésina, et ce n'est pas non plus un chiffre qui plaide pour une hausse de taux aux États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose de positif pour les indices boursiers qui pourraient tenir, voire décider de monter un petit peu. Concernant le dollar américain maintenant, ce chiffre, il nous dit qu'il ne va pas forcément y avoir de hausse de taux aux États-Unis. Donc il nous dit que le dollar pourrait ne pas être recherché fortement. Néanmoins, si vous regardez un petit peu le parcours de l'or et de l'euro-dollar sur les dernières séances, la hausse a été très violente, a été très rapide. C'est pour ça qu'à très court terme, étant donné que le chiffre est quand même un chiffre de 150 000 créations d'emplois, ce qui reste correct pour l'économie américaine,
eh bien ça peut permettre un petit rebond du dollar. D'ailleurs, ce rebond du dollar, on le retrouve ici sur la paire USD-Yen. Et puis vous voyez que sur l'euro, on a fait une mèche haute et sur l'or, on a fait une petite mèche haute. Donc, ça pourrait être un NFP qui ne fait pas peur aux indices qui les fait tenir. Par contre, ça pourrait être un NFP suffisant pour permettre au dollar de reprendre un peu de poil de la bête. Je vous rappelle que le dollar américain, il y a 2 jours, a fait sa plus forte chute en 5 ans. Et que depuis, donc, ça a permis à l'or et à l'euro de remonter. Je pense que les mouvements baissiers en cours sur l'euro et sur l'or qui sont engendrés par ce chiffre sont peut-être des pullbacks, des replis, avant éventuellement que la hausse ne perdure. Si vous vous mettez quand même en plein écran sur un graphique de l'euro-dollar en données journalières, on avait un mouvement haussier en décembre, une stabilisation pendant 2 mois, et là on a eu une violente sortie à la hausse. Comme je l'expliquais dans la matinale de ce matin, c'est pas un NFP quel qu'il soit qui va réussir à contrecarrer ce mouvement haussier puissant. Peut-être que le NFP va nous permettre de consolider un petit peu, comme c'est le cas actuellement, mais un signal semble avoir été donné, et là, il va y avoir un flow acheteur quand même qui va être assez puissant. Donc à la limite, si le NFP du jour pouvait permettre à l'euro de redescendre vers les 1,11 à 1,1150, ce serait peut-être l'occasion pour les retardataires qui voulaient prendre position de profiter d'un éventuel repli. De la même façon sur l'or, vous voyez qu'on a une petite hausse, puis une petite baisse sur support et que ça tient très vite. Les acheteurs sont là. Donc sur l'or comme l'euro, en fait, les petits replis qu'on est en train de faire sont peut-être des retours sur support avant redémarrage de la tendance haussière. Sur le pétrole, ça baisse un petit peu. Sur le SP500 et le CAC, ça baisse un petit peu. Bon, rien de spécial. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on avait eu un chiffre de 100 000 créations d'emplois ou de 300 000 créations d'emplois, ça aurait pu engendrer une très forte volatilité. Ici, j'ai l'impression qu'on a eu un premier choc, un deuxième choc, mais que cela ne va pas forcément engendrer une extrême volatilité. En tous les cas, ce que je constate, c'est que l'euro-dollar, il est dans une tendance haussière 4 heures et il a une zone de soutien vers 1,1160 et tant qu'il est au-dessus de ce cours-là, il peut continuer de grimper. L'or est dans une tendance haussière et une zone de support vers 1153-1155 a touché ce seuil et tente de repartir. Donc tant que l'euro et l'or seront au-dessus des supports que nous venons de voir, leurs tendances resteront potentiellement haussières et une suite haussière pourrait avoir lieu. Après, concernant les indices, je suis extrêmement neutre et attentiste. Je vous ai écrit une analyse sur le site de CMC qui s'appelle Indice boursier entre rebond et capitulation, puisque nous avons des indices boursiers qui sont sur leur plus bas annuel, qui sont délaissés, qui n'arrivent pas à se reprendre, mais qui ne lâchent pas non plus. Et donc c'est dans les séances et semaines qui viennent que nous allons soit avoir la mise en place d'un marché baissier avec la cassure des 1820 sur le SP500 et une accélération sur les indices européens, ce qui obligera les banquiers centraux à sortir du bois et à déverser de nouveau des liquidités. A contrario, si les chiffres d'entreprise suffisent, on peut avoir une stabilisation des indices sur ces zones de prix-là. Disons que j'ai juste du mal pour le moment à anticiper la suite. Je pense que personne n'arrive à anticiper la suite. J'ai discuté des marchés actuels avec des techniciens, des traders, des macroéconomistes. On est dans une situation de jamais vue. On a eu 6 ans de hausse sur les indices. On a eu une fin d'année 2015 compliquée, un début d'année 2016 très compliqué. On a des marchés qui ont reculé de 20 à 30%, donc qui théoriquement deviennent plus intéressants en termes de valorisation. Mais il n'en est rien, ils n'arrivent pas à se reprendre pour autant. Donc, il faut être un petit peu patient. En tous les cas, il ne faut pas anticiper. Pour le moment, les indices boursiers ont fait des points bas il y a 2 semaines. Ils se sont repris la semaine dernière, ils ont consolidé la hausse précédente cette semaine. Mais il n'y a pas de signaux baissiers majeurs, c'est plutôt la neutralité qui l'emporte.
Alors Tony nous donne une remarque assez intéressante. Il nous dit le taux de participation influence-t-il de manière forte l'interprétation des chiffres du chômage? Alors le taux de participation est une donnée intéressante parce que c'est lui qui nous permet de constater que depuis 2 ans, les chiffres du chômage s'améliorent en demi-teinte et le nombre de chômeurs baisse, mais pas forcément parce que l'économie va bien, mais aussi à cause du taux de participation. Il y a des gens qui ont été retirés des listes. Voilà. Donc Tony, en fait, le taux de participation, il est très intéressant pour envisager la suite. Par contre, est-il pris de manière forte dans l'interprétation des chiffres? La réponse est non. Sinon, depuis 2 ans, quand les Américains nous servaient des chiffres qui étaient meilleurs que les attentes avec un taux de participation inférieur, eh bien les marchés ne seraient pas montés. Et ils sont montés, donc ils ont balayé ce taux de participation, préférant fermer les yeux. Go me dit les marchés sont vendeurs, le Moyen-Orient vend, les émergents sont sous l'eau, le Baltic Dry est au plus bas, les prix des matières premières, l'USD Yen est en difficulté, les banques centrales ont perdu la main. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Go. Donc le Moyen-Orient a perdu pas mal ces derniers temps avec la chute du pétrole, mais se stabilise. D'ailleurs, l'indice iranien gagne 20% en 3 semaines. Les émergents sont sous l'eau, mais ils ne sont pas plus que ces dernières semaines. Et pour l'instant, leur situation s'est stabilisée, à voir leur monnaie. Le Baltic Dry Index est sur ses plus bas historiques, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un arrêt de la croissance et des échanges mondiaux. Ça veut dire qu'il y a un ralentissement, et c'est sa façon d'être calculé qui fait qu'il est si bas. Les prix des matières premières sont bas, oui, mais ça c'est fait maintenant, Go. Ça y est, on a un pétrole à 25-30, il ne peut pas aller sous zéro, hein. Donc pour moi, le gros de la baisse sur le pétrole, il est potentiellement fait. En fait, Go, tu me parles de beaucoup de nouvelles qu'on connaît tous. Oui, la Chine ne va pas bien, oui, les émergents ne vont pas bien, oui, les matières premières sont bas, oui, le Baltic Dry est au plus bas. Est-ce que les indices pour autant ont lâché? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des mauvaises nouvelles que tu viens de nous donner n'est pas une raison suffisante pour les indices boursiers pour baisser. Et c'est ça ce constat que je fais. Moi aussi, quand le CAC était au-dessus de 5000 points, j'étais baissier, j'entrevoyais des abaissements de prévision de croissance de la part du FMI, de la Banque mondiale, c'est ce qu'ils ont fait. J'entrevoyais des baisses de cours sur les actions parce qu'elles étaient trop chères, etc. C'est ce qu'on a eu. Mais maintenant qu'on connaît toutes ces mauvaises nouvelles, si les marchés doivent basculer en marché vendeur, eh bien, qu'ils le fassent. Mais pour l'instant, ils ne le font pas. GoPro a perdu 90%, LinkedIn va coter aujourd'hui à moins 30%, les stars américaines de ces 2-3 dernières années comme Netflix, Facebook ou d'autres, il y en a certaines qui ont fortement baissé. Donc voilà, il y a eu des corrections quand même qui se sont faites sur pas mal de marchés. Et sur les indices, il y a eu des corrections et ça ne veut pas lâcher pour le moment. Et qui dit que ça ne lâche pas, dit que ça pourrait potentiellement rebondir un petit peu. Et il faudra vraiment d'autres nouvelles pour pouvoir faire baisser. Voilà. Moi, je pense qu'on est dans une situation historique d'élastique tendu où on a des banquiers centraux qui mettent énormément de liquidités sur les marchés, ce qui fait tenir le château de cartes pour le moment et ce qui pourrait être préjudiciable à terme. Sauf que Go, on parle de trading ici, on ne parle pas de macroéconomie à moyen long terme. Oui, à moyen long terme, j'entrevois une récession économique aux États-Unis étant donné les cycles économiques et le fait qu'on arrive potentiellement en bas de cycle, enfin en haut de cycle positif. Oui, les banques vont mal, oui, les banques européennes ont baissé de 30%, mais encore une fois, est-ce que les marchés ont lâché pour autant? Non, ils n'ont pas lâché. Il faudra un changement de psychologie, il faudra des éléments exogènes pour qu'il y ait plus de grabuge. Pour l'instant, les marchés tiennent. Voilà. Tony dit, la force du dollar ne risque-t-il pas de précipiter la chute des indices européens? Alors attention, hein, le dollar il est fort depuis 3 ans et depuis 3 ans les indices européens ils se sont bien tenus. Donc c'est pas parce que le dollar reprendrait un peu de poil de la bête que ça ferait baisser l'Europe. C'est peut-être même plutôt l'inverse. Si le dollar n'est pas assez fort et que l'euro-dollar monte en direction des 1,15 ou des 1,20,
eh bien, l'euro fort va pénaliser l'Europe. Donc c'est plutôt un dollar fort, un dollar faible et un euro fort qui viendraient pénaliser l'Europe plutôt que l'inverse. Tony dit: l'interventionnisme des banques centrales ne risque-t-il pas d'entacher leur crédibilité et faire douter les marchés? Eh bien si, et ça c'est très bien dit. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu des banquiers centraux qui, grâce au quantitative easing en 2012, 13 et 14, ont fait monter les marchés. Et puis vous avez vu en 2015 que le quantitative easing européen, il a fait monter les indices de 30%, et puis on a fini l'année à 10%. Et puis en début d'année, on a perdu 10%. Donc en gros, on est revenu sur le CAC 40, pile poil sur les niveaux d'il y a un an quand on a lancé le quantitative easing. Et qu'est-ce qui s'est passé en début d'année quand le CAC s'est fait peur, ici, là, autour du 18 janvier? Eh bien, Mario Draghi a dit qu'il allait faire plus de quantitative easing. La BOJ aussi, la Banque du Japon aussi, la Banque de Chine aussi, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les indices, alors qu'ils avaient 3 ou 4 banquiers centraux en soutien, ils n'ont repris que 5%. Ça, pour moi, c'est symptomatique. Ça veut dire que les marchés croient moins qu'avant dans la capacité des banquiers centraux à tenir les marchés et à imprimer de la monnaie et à faire monter les actifs artificiellement. Mais, même si les investisseurs ne payent pas le QE, il permet de ne pas baisser. Donc, ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'en 2014 ou 2015 ou 2013, un QE annoncé, c'est un QE qui faisait monter, alors qu'en 2016, un QE annoncé, c'est un QE qui empêche la chute. Alors qu'avant, le QE était une sorte de nitroglycérine qui faisait monter un actif, eh bien maintenant, le QE devient une sorte de coussin sur lequel l'actif vient tomber et puis reprendre un petit peu de hauteur. Le graphique que je vous mets ici en horaire, c'est l'euro-dollar. La statistique est tombée, elle a entraîné une mèche haute, un piège, puis on est retombé et on revient là sur support. On est passé de 1,1250 à 1,1170 avec le chiffre. J'ai également une zone de soutien ici. Ça pourrait être intéressant de surveiller, si vous voulez, jusqu'à quel niveau l'euro-dollar pourrait revenir vers des supports afin d'éventuellement trouver un support intéressant à mettre à profit. L'euro-dollar, en données 4 heures, il est bel et bien haussier et puissant. Donc si la publication de ce NFP faisait reculer l'euro-dollar vers des zones de soutien un peu plus profondes, soit 1,60, soit 1,30, soit carrément le seuil psychologique des 1,11, ce serait peut-être l'occasion pour les retardataires qui veulent jouer éventuellement le mouvement haussier de fond de pouvoir prendre position sur repli. Les banques centrales ne pourront jamais arrêter les QE, nous dit Thierry. Effectivement, c'est une situation qu'on n'a jamais vue. Thierry dit: le taux de chômage est à 4,9 et pourtant il n'y a pas de hausse. Est-ce mauvais signe? Généralement, le chiffre le plus important, c'est la création d'emplois. Ici, c'est un petit peu inférieur aux attentes. Néanmoins, c'est suffisant, les 4,9% de chômage, soit un chiffre meilleur qu'attendu, pour faire reprendre un petit peu de hauteur au dollar. Donc vous voyez, c'est un chiffre qui n'a pas impacté les indices fortement. C'est un chiffre qui est plus ou moins en ligne. Les États-Unis créent 150 000 emplois. C'est pas suffisant pour monter les taux, donc ça fait pas peur aux investisseurs, mais c'est suffisant en termes de création d'emplois pour les rassurer sur la santé de l'économie américaine. Et ça a été suffisant, la baisse du taux de chômage de 5 à 4,9%, pour faire monter le dollar, qui avait fortement baissé ces dernières séances. Ça va donc peut-être engendrer des consolidations sur l'euro-dollar et l'or, qui permettront théoriquement de revenir sur des supports un peu plus bas et aux acheteurs de potentiellement profiter de ces replis. Voilà. Alors, les indices, c'est stable. Donc l'USD-Yen, vous voyez, se reprend un peu. Ça veut dire que le dollar se reprend un peu. C'est pour ça qu'on a l'euro et l'or qui baissent un peu. L'euro et l'or étaient quand même magnifiquement montés ces dernières séances. Donc
le plus prudent en fait pour les investisseurs qui étaient en position sur l'or, c'était peut-être tout simplement de prendre des bénéfices avant de la statistique, d'attendre que le chiffre tombe et puis de voir lundi si potentiellement ils ont envie de se replacer dessus. Il est tout à fait légitime que l'or reperde 10 dollars alors qu'on vient d'en gagner 100 en ligne droite. Ça ne veut pas dire que c'est un retournement sur l'or. L'or peut très bien être en train de consolider avant éventuellement de repartir à la hausse. Donc n'ayez pas de considération ou de conclusion hâtive. Pour l'instant, l'or et l'euro-dollar sont haussiers. Pour l'instant, l'or et l'euro-dollar ne sont en train que de réaliser des replis techniques. Vous voyez que l'euro ici est en train de revenir vers la zone des 1,11 à 1,1130. Il pourrait très bien toucher ce support, puis ensuite redémarrer en tendance. Attention à ce concept de tendance, il y a quand même une tendance puissante derrière tout cela. Quant aux indices, ils font la sieste, donc je n'ai absolument rien à vous dire sur ces derniers. Olivier nous dit pourquoi les indices européens sous-performent les US. Eh bien tout simplement Olivier, parce que l'euro-dollar monte. Un euro qui monte, c'est mauvais pour les indices européens. Et c'est pour ça que l'Europe sous-performe les États-Unis. C'est ce que je vous ai expliqué en début d'émission. Eddie dit Draghi aime bien un euro-dollar à indice, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est en termes d'import-export. Oui, c'est autour des 1,05 indice, la BCE est contente, l'euro est faible et ça, c'est bon pour les sociétés européennes. Mais attention, ce n'est pas un euro à 1,08 ou à 1,12 qui va contenter ou faire frémir Mario Draghi, directeur de la BCE. C'est plutôt un euro à 1,05 ou à 1,20. Vous voyez, il faut parler d'écart en plusieurs pourcents, pas simplement à 50 pips ou 100 pips. Que Mario Draghi voit l'euro gagner ou perdre 50 points, il s'en fiche. Par contre, quand on parle de 500 points, là, ça commence à faire. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la plupart des actifs principaux. On peut constater donc que ce chiffre est moins bon qu'attendu par rapport au mois dernier où il était meilleur qu'attendu. Ça a permis quand même, puisque le chiffre est correct, au dollar de reprendre un petit peu de poil de la bête alors que ces dernières séances, il avait reculé très fortement. Quant aux indices, ça leur a permis de se stabiliser, de tenir les zones actuelles. C'est pas quelque chose de particulièrement positif, mais c'est pas négatif non plus. Donc on attendra avec patience les catalyseurs de la semaine prochaine pour éventuellement constater des signaux. Voilà, sur ce, j'espère que ce live de décryptage NFP vous a plu. J'ai répondu à vos questions. On a fait une petite émission d'une demi-heure que je vais pouvoir mettre en ligne. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon trading, encore qu'un vendredi après-midi après un NFP, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Je vous souhaite donc plutôt et par avance un bon week-end, du repos, et puis on se retrouve lundi 10h tapante sur les marchés pour la matinale. Avec grand plaisir. Voilà, passez un bon week-end et à lundi.